Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, la place de forme d'échange entre les journalistes et les invités triés sur le volet. À Scène de Presse, nous refaisons l'actualité de la semaine. Et cette semaine, c'est la déclaration solennelle du chef de l'État, Paul Biya, d'aller en guerre contre les terroristes qui sèment la mort dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui a cristallisé l'attention et qui a cristallisé le landerneau médiatique national. Paul Biya s'est voulu très ferme. L'ordre et la sérénité doivent de nouveau régner dans cette partie du Cameroun. Dans la foulée, un conseil de défense et de sécurité s'est tenu sous la houlette du ministre de la Défense. Comment comprendre la fermeté du chef de l'État en ce moment dans ce épineux dossier de la crise anglophone? C'est la trame de notre débat de ce soir. En débat également ce soir, l'avenir des jeunes du continent en général et du Cameroun en particulier qui s'est invité sur la table du 5e sommet Afrique-Europe à Abidjan. Le diagnostic a été fait, nos jeunes ont le blues et il faut trouver le moyen de leur redonner le sourire. Quelle politique publique pour la jeunesse et pour quels résultats? La question est posée, à charge à nos invités de nous donner des pistes de solutions. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir ceux qui vont croiser le verbe sur le plateau de Scène de Presse ce soir. C'est un portrait signé de Luchel Fekeng avec les images de Jean-Jacques Moma. Professeur Aboya Manassé est le chef de la division de la promotion du dialogue et de la solidarité universitaire au ministère de l'Enseignement supérieur. Avant de rejoindre Yaoundé, le professeur Aboya Manassé avait été vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à l'université de Chang. Sa thèse de doctorat, il a soutenu en 1996 à l'université François Rabelais de Tours en France, avec mention très honorable avec les félicitations du jury. À son tour, il a déjà encadré cette thèse de doctorat. Professeur Aboya est, malgré ses multiples occupations, ancien à l'église presbytérienne du Cameroun. Henri Séverin Assembe est un expert projet. Il suit actuellement une formation en vue de l'obtention d'un doctorat professionnel en sciences politiques, options, gouvernance et évaluation des politiques publiques. Henri Séverin Assembe est un produit de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il y a obtenu en 2005 une licence professionnelle et en 2007 un master qui lui a permis de se spécialiser en économie de l'information. Depuis septembre 2007, il préside l'agence de développement, collectivité et territoire. Un peu rare, mais à la même date, il a suspendu sa carrière professionnelle à l'université de Yaoundé 2. Henri Séverin Assembe a le profil qu'il faut pour analyser les politiques publiques du Cameroun en ce qui concerne la crise anglophone et l'emploi des jeunes. Voici à présent un opérateur économique bien connu sur la scène nationale. Honorable Ali Bachir est député RDPC à l'Assemblée nationale et est à son second mandat. Il fait la fierté du département de la Vina Sud dont il est ressortissant dans la région de l'Adamawa. Honorable Ali Bachir est le promoteur du Festi Aoussa, une initiative qui lui permet de se positionner comme un acteur du vivre ensemble et du multiculturalisme au Cameroun. Des idées utiles à la reconstruction de notre nation, il en donnera sûrement ce soir. Allons de d'Amawa au nord pour découvrir Amadou Issa, chef de la cellule de communication au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Amadou Issa est issu de la 25e promotion de journalisme à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. En 2012, il obtient un master en journalisme de paix et transformation des conflits à l'Université protestante d'Afrique centrale. Ces qualifications, associées à la vingtaine d'années passées à la fonction publique au Cameroun, font de lui la personne adéquate pour éclairer la lanterne des téléspectateurs ce soir. Merci Luchel, merci pour ce portrait dressé de nos invités. Malgré quelques coquilles que nous allons prendre soin de corriger ici sur le plateau, vous allez découvrir que nous avons bien M. Amadou Issa et que M. Amadou Issa c'est bien M. Amadou Issa, qu'Henri Séverin Assembe c'est bien Henri Séverin Assembe. M.
Mais en attendant, je vous signale, chers téléspectateurs, que ce soir, nous aurons nos rubriques habituelles, à savoir la revue de presse que va signer Martin Noël Dengue. Le focus, ce sera le président Paul Biya en l'intégralité de sa déclaration à la descente d'avion jeudi dernier. La déclaration qui portait notamment sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. La revue de presse, on vous l'a dit, elle sera signée de Martin Noël Dengue. On aura le sommet de la semaine avec Daniel Menanga. Et bien sûr, si possible, les unes du lundi. Sans plus attendre, nous ouvrons le débat sur ce plateau avec le conseiller technique numéro 1 auprès du ministre de l'enseignement supérieur, à savoir le professeur Manassé. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Mélanie. La première question, je vous la pose. Vous l'avez suivi comme pas mal de nos téléspectateurs jeudi dernier, le président Paul Biya, d'un ton très grave et même solennel, a décidé de s'approprier cette question véritable de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette déclaration arrive un peu tard? Pas du tout. Cette déclaration intervient au lendemain des meurtres des militaires et puis des forces du maintien de l'ordre dans la partie sud-ouest du Cameroun, dont le président qui revenait d'un voyage parce qu'il a participé au sommet Union africaine, Union européenne, je crois qu'il a tenu absolument à battre le fer pendant qu'il était chaud en tant qu'homme d'État, de faire une déclaration forte en guise de soutien notamment aux forces de l'ordre, mais également en termes de clarification des rôles. Puisqu'il a utilisé le mot clarté, désormais les choses sont claires. Ça veut dire qu'il avait besoin d'un certain nombre d'informations, établissement clairement que ceux qui réclament le dialogue ne sont pas forcément ceux qui sont au front des agressions contre l'armée camerounaise. Et donc, clarification faite, il prend acte de ce que le Cameroun est en guerre et qu'il faudra absolument une réaction sans état d'âme contre les ennemis du Cameroun. Oui. Honorable Ali Bachir, vous êtes bien à votre troisième mandat à l'Assemblée nationale, à votre troisième mandat des députés. C'est la même lecture que vous faites de cette déclaration du président Paul Biya jeudi dernier? Oui, absolument. Nous savons tous que le président Paul Biya ne parle pas beaucoup. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a un très bon tempérament. Mais quand revenu de ce sommet, il se permet de dire ce qu'il a bien pu dire. Ça nous rappelle la déclaration de guerre contre Boko Haram. Qu'il avait fait à Paris. Qu'il avait fait à Paris. Et aussitôt les choses ont changé. Et je vous rappelle que là, il s'agit de mort d'homme. Et nous savons bien les États qui sont jaloux de ses fils. Généralement, dans d'autres pays aussi, nous voyons. Quand bien même un seul soldat, on attend à la vie d'un seul soldat est tué, nous voyons ce qui se passe. Et là, quand même, il y a un peu moins d'une dizaine. Et le président est en train de prendre ses responsabilités. Et le président ne parle pas souvent pour rien. Il ne parle jamais pour rien, tout le monde le sait. Mais là, nous savons que nous avons affaire à des terroristes qui doivent dorénavant savoir que le Cameroun est debout comme un seul homme contre eux. Et je pense que les choses vont changer. Et déjà, depuis cette déclaration-là, je pense qu'ils ont pris la mesure de ce qui les attend, parce qu'il y a une relative accalmie qui se profile, et c'est une mise en garde. Je crois que les choses ne seront plus faciles. Il n'a pas longtemps attendu. Les choses sont allées crescendo. Ils ont demandé beaucoup de choses qu'on a pu donner certaines personnes. Et là, quand on en arrive à ce qu'on est arrivé là, avec des morts d'hommes, je pense que c'est déjà une situation très délicate, c'est une situation très grave, et le président est en train de prendre là toutes ses responsabilités, et rien que ses responsabilités pour la sécurité des hommes et des biens du sud-ouest. Et du nord-ouest. Et du nord-ouest. Oui, Henri Sévérin Sembe, le président de la République Paul Biya, prend donc toutes ses responsabilités, mais il n'en demeure pas moins qu'une partie de l'opinion publique pense qu'il a suffisamment attendu, ou alors il a longtemps attendu avant de se prononcer clairement sur cette crise qui sévit dans cette partie du Cameroun. Le président de la République du Cameroun est dans la stratégie qu'on lui connaît, à savoir prendre du temps, prendre peut-être un peu plus de temps que le commun des mortels
ne peut en prendre, mais c'est une stratégie qui a l'habitude de lui réussir. À partir du moment où il a un rapport face à l'histoire, vous savez que le pays lui a été remis entier. Tout à fait. Il a prêté serment. C'est des préserver le territoire national suffisamment forts pour l'amener à ne pas céder face à toute tentative de déstabilisation ou face à toute tentative visant à embarrasser l'intégrité du Cameroun. Donc cette déclaration était déjà très attendue. C'est bien qu'elle soit arrivée à son retour du sommet d'Abidjan, et il faut désormais que le Cameroun tout entier puisse massifier sa prise en charge de cette question qui consiste à préserver l'intégrité du territoire, à rester un Cameroun et puis à poursuivre la trajectoire véritable qui est sa trajectoire de développement. On a envie de dire, Amadou Issa, qu'il a fallu qu'on tue, ou alors il a fallu qu'on tue des militaires, des gendarmes et des policiers pour que le chef de l'État se décide à prendre la parole sur ce dossier. Non, je ne pense pas qu'il faut voir la chose de cette façon. Je pense que nous sommes en crise. Et en période de crise, le chef de l'État, qui est la voix la plus autorisée, doit communiquer. Et sa communication doit bâtir l'audace et tuer le doute. Il doit dessiner une aube ensoleillée et des avenirs en rose. Parce que les Camerounais trépignaient d'impatience. Et il leur tardait de l'écouter. Ils ont été servis au cours de ce voyage retour. Et je pense que le chef de l'État a usé ce qu'on appelle l'effet de paquebot puissant, si je peux me permettre l'utilisation de cette métaphore de la marine, de la navigation maritime. Mais je crois, comme vous avez dit, le président c'est un sage. Et les sages ne se pressent pas. Ils prennent tout leur temps. Et d'ailleurs, une sagesse africaine dit que lorsque vous draguez une femme, ne vous précipitez pas à vous déshabiller, parce qu'en cas de refus, vous rhabiller vous sera difficile. Le président a pris son temps, il a écouté, il a observé, il a jugé. Il a jugé au cours de ce voyage retour. Et je crois que le temps d'agir n'est plus très loin. Écoutons donc le président Paul Biya à sa descente d'avion jeudi dernier, de retour donc du sommet Afrique-Union européenne. Le président Paul Biya a donc décidé de donner le ton sur cette crise anglophone et surtout de siffler la fin de la récréation sur ces terroristes, a-t-il dit, qui prennent ou qui embrigardent une partie du territoire national. Je vous propose d'écouter le président Paul Biya. J'ai appris avec émotion l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Une déclaration forte, on vous l'a dit, et une déclaration solennelle, ce qui n'arrive pas très souvent au chef de l'État. Il a pratiquement lu cette déclaration. Pour ça, Boya Manassé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette manière de faire qu'a décidé, de cette approche présidentielle sur ce dossier, rentrée d'Abidjan, on va dire nuitamment, d'aller vers la presse comme ça, nous a-t-on dit,
et de décider de faire cette déclaration malgré la fatigue? Vous savez, c'est ça la réaction d'un homme d'État quand son pays est fortement perturbé. Vous vous souvenez des attentats du 11 septembre aux États-Unis? Je crois que George Bush a quasiment pris les devants pour indiquer que l'Amérique était en guerre. C'est exactement la même chose quand les forces du maintien de l'ordre, quand les forces armées sont attaquées par un groupuscule armé. Et je crois qu'il ne faut pas tergiverser pour se projeter de manière forte auprès de ses concitoyens, pour les rassurer de ce que désormais le Cameroun prend acte de ce que nous allons faire la guerre contre l'ennemi du Cameroun. Il est là dans son rôle de chef suprême des forces armées et garant de l'intégrité territoriale du Cameroun. Donc je pense qu'il n'y avait pas à tergiverser, il fallait assumer la vie qui va désormais être celle de la guerre contre un ennemi identifié. Et je crois que c'est des moments solennels qui rentrent dans l'histoire d'un peuple, la mobilisation contre un ennemi. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'embrouiller les gens avec le terme il faut dialoguer, parce qu'on ne dialogue pas avec un groupe terroriste. Parce que justement, je voulais vous poser la question, maintenant qu'on a dit ce sont les terroristes, que le président de la République a ajouté ce sont des criminels, comment va se passer la suite? Est-ce qu'on va pouvoir dialoguer de nouveau avec... mais justement, vous savez qu'il y a 3 grandes théories de traitement des terroristes. Ariel Sharon, œil pour œil, dent pour dent. Les Israéliens, c'est comme ça. Poutine a dit qu'il ne négocie pas avec les terroristes sont faits pour être tués. Même chose pour Bush. Bush qui estimait, parce que la tendance a changé, Bush qui estimait que face aux ennemis de l'Amérique, tous les alliés, ceux qui ne sont pas avec l'Amérique, sont contre l'Amérique. Mais c'est justement surprenant qu'au Cameroun, il y a des gens qui parviennent même à justifier le comportement des assaillants du Cameroun. Donc je crois que c'est extrêmement dangereux de penser que le Cameroun peut aller en guerre en abritant des gens qui ne sont pas pour la guerre. C'est vraiment impensable. Donc ceux qui ne sont pas avec le Cameroun dans cette guerre sont les ennemis du Cameroun. Naturellement, je ne parle pas au nom du chef de l'État, mais je pense que quand on est attaché à l'intégrité de son territoire, on doit éviter de faire semblant. Il s'agit d'un engagement patriotique de tous les Camerounais derrière le chef suprême des forces armées, parce que le Cameroun est en danger. Oui, Henri Séverin, il y a donc eu cette déclaration et il y a eu également la convocation de ce Conseil de défense et de sécurité qui a été présidé par le ministre de la Défense sur instruction du chef de l'État. Est-ce à dire qu'on pourrait voir un déploiement bien spécial des forces de l'ordre dans ces parties du pays qu'est le sud-ouest et le nord-ouest? Naturellement, à partir du moment où le président de la République fait sa déclaration, inéluctablement, il faudrait que les forces de défense puissent se déployer de ce côté. Les questions qu'on pourrait se poser à partir du moment où désormais les situations d'embarras ne sont plus privées, vous savez, quand il y a embarras au Cameroun, quand il y a embarras dans votre maison, c'est tout le monde qui regarde et vous savez tous les intérêts qu'il y a autour de ces questions qui embarrassent le Cameroun. On a également le sentiment que si le chef de l'État a beaucoup attendu, c'est parce que cette question ne concerne pas que le Cameroun. Le Cameroun est un pays qui vit dans un espace international. Le Cameroun est un pays qui suscite un ensemble de convoitises. Vous savez que le Cameroun a beaucoup de choses. Le Cameroun a beaucoup de choses qui sont convoitées par les puissances étrangères. Le Cameroun est un enjeu qui mobilise forcément l'attention des puissances étrangères. Alors, jusqu'où est-ce que le Cameroun, en tant que Cameroun, est disposé à aller? Jusqu'où est-ce qu'il est disposé à négocier? Et quelles dispositions il est en mesure de prendre pour pouvoir faire efficacement, pour pouvoir faire face efficacement à cette activité qui s'avère véritablement dangereuse depuis qu'elle a été déclenchée? Vous pouvez bien le constater. L'ensemble du pays est en difficulté, l'ensemble du pays, l'ensemble du pays est en difficulté économique, l'ensemble du pays n'arrive pas à véritablement se relancer dans la dynamique qui avait été impulsée il y a quelque temps. Alors, déploiement spécial, mesures spéciales, oui. Jusqu'où, avec qui est-ce qu'on négocie? Quels sont ceux qui soutiennent véritablement cette activité? C'est avec eux
qu'il va falloir discuter de cette affaire. Lorsque vous voyez des députés se déployer à l'Assemblée nationale, vous voyez les avocats se mobiliser, vous voyez des terroristes attaquer. Mais attention, Madame Betebe, ça veut dire que tout ce monde va vers la provocation de telle sorte que aussitôt que l'État mobilise ses forces de défense, il n'est pas exclu que la situation puisse aller plus embarrassante encore. Vous faites bien de signaler donc cette mobilisation qu'on a eue également cette semaine à l'Assemblée nationale avec les députés du principal parti de l'opposition qui ont embarrassé comme ça le Premier ministre, chef du gouvernement. Honorable Ali Bachir, lorsqu'une telle situation se déroule à l'Assemblée nationale, d'abord, est-ce que ces gens avaient-ils le droit de se comporter de la sorte dans cet hémicycle? Mais là, c'est vrai, il y a un règlement à l'Assemblée nationale. Apparemment, ils veulent mettre le thème du sud-ouest et du nord-ouest sur la table, mais ça ne peut pas se faire d'une façon anarchique. Nous avons un règlement et nous ne pouvons suivre que cela. Mais je crois que cette fois-ci, ils vont bien se tenir parce que la goutte d'eau a débordé le vase. Et aujourd'hui, le président l'a si bien dit et de façon très claire que nous avons face à nous des terroristes qui sont en train de soutenir cette action de sécession. Donc l'heure n'est plus à des petits jeux politiciens et à des récupérations politiciennes. Et chacun doit pouvoir aujourd'hui prendre ses responsabilités. Et je crois que le président lui-même, en ce qui le concerne, prend l'opinion nationale et même l'opinion internationale à témoin pour dire voilà ce que ceux-ci sont en train de faire. Et à l'heure qu'il est, ceux qui sont patriotes et de vrais Camerounais, personne ne peut se mettre de l'autre côté. Je crois que la récréation est réellement terminée et chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités et savoir de quel côté donc se retrouver. Et j'ai l'impression que mes collègues, qui sont quand même des responsables, des élus du peuple, depuis que le président a parlé, eux aussi savent dorénavant de quel côté se tenir. C'est déjà une histoire très grave. Il y a des pertes de vies humaines. Le président a pris ses responsabilités. Il est temps pour tout Camerounais de prendre aussi ses responsabilités. Et je pense que depuis là, les travaux ont repris. Les travaux se passent sereinement. Oui, parce que le président de la République est très informé. Certainement que les uns et les autres aussi n'avaient pas les mêmes informations qu'il avait. Et là, c'est avec beaucoup de gravité. Vous avez noté que c'est nuitamment qu'il a fait cette déclaration. Je pense qu'il y a des choses très graves qui sont en train de se préparer et qu'il faille que chacun s'en tienne vraiment à être un bon républicain, un bon patriote et que dorénavant qu'on n'ait plus de brebis galeuses. La sécurité et la paix du Cameroun sont menacées. Il faudrait que chacun puisse savoir que ce n'est plus un jeu d'enfant où il faudrait prendre quelques brindilles et se dire que c'est comme un petit jeu. Il n'en est plus question. L'heure est un peu plus grave que ça aujourd'hui. Il n'en est plus question, comme vous le dites, Amadou Issa. Avant d'en arriver à cette situation, surtout à ces tueries, ces assassinats des éléments des forces de l'ordre dans la région du sud-ouest, on a vu des rapports publiés par les organisations internationales, disait-on, de défense des droits de l'homme, qui accusaient nos forces de défense de commettre des exactions. Mais maintenant qu'on tue les éléments de nos forces de défense, pourquoi cette communauté internationale ne se mobilise pas de la même façon? Est-ce qu'il n'y aurait pas comme ça un complot contre le Cameroun? On peut légitimement se poser cette question. Et nous sommes curieux d'ailleurs d'attendre les voix de ces organisations non étatiques, pondre encore des rapports pour accuser aussi, n'est-ce pas, ces terroristes. Commencer par dénoncer ces actes de terrorisme, oui, parce que assassiner des éléments des forces de l'ordre. Peut-être qu'ils sont en train de citer à télé, mais l'urgence commandait qu'immédiatement après cette tuerie-là, qu'ils prennent la parole pour dénoncer et appeler, n'est-ce pas, ces terroristes à la raison. Oui, on vous l'a dit, aujourd'hui nous on aura également notre revue de presse habituelle, le meilleur de l'info dans le meilleur des tabloïds de la place. C'est une signature de Martine Noël Ndengue et comme vous le savez bien sûr, la déclaration du chef de l'État Paul Biya a cristallisé l'attention des journalistes
et de quasiment tout le landerneau médiatique national et même international. Martine Wendengue. Le chef de l'État était attendu, il s'est exprimé. Paul Biya a annoncé à son retour d'Abidjan jeudi une riposte vigoureuse suite à l'assassinat récent de militaires et de policiers dans le sud-ouest et le nord-ouest Cameroun. L'information barre la une de Cameroun Tribune édition de vendredi. Le président de la République rassure, toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels. Le Cameroun est victime d'une bande de terroristes, c'est la phrase choc du chef des armées que le jour de vendredi met à sa une. La nouvelle expression du même jour, elle, lit en cette déclaration la colère de Paul Biya et publie en intégralité ses propos avec en bonne place les condoléances du chef de l'État aux familles endeuillées. Des propos suivis par des instructions pour la tenue d'une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national, travaux qui se sont déroulés dans un strict décembre sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo, comme annoncé dans le même journal. Mutation de jeudi nous rafraîchit la mémoire sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit du mardi 28 novembre près de Monfé, alors que le président de la République prenait part au 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État était accompagné pour l'occasion par la première dame Chantal Biya. Cameroun Tribune du mercredi nous propose le film de l'arrivée à Abidjan du couple présidentiel camerounais accueilli à sa descente d'avion par Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État ivoirien et son épouse Dominique Ouattara. Flashback également sur un départ au rythme des tam-tams à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ce sommet Union africaine-Union européenne est celle d'une nouvelle alliance entre les deux instances selon Cameroun Tribune du jeudi. Cameroun Tribune a suivi les pas du président Paul Biya aux côtés de ses pairs dans cette rencontre de 2 jours où le problème de la jeunesse est au centre des préoccupations, la question des migrations notamment. Préoccupation des jeunes chez les présidents, la place de la femme et son intérêt dans ce nouvel ordre chez les First Lady. 8 épouses de chefs d'État présentes à Abidjan, parmi lesquelles Mme Chantal Biya, ont pris part à ces travaux coordonnés par Dominique Ouattara. Les travaux d'Abidjan se sont achevés jeudi alors que la session du mois de novembre se poursuit au Parlement camerounais. Le budget 2018 y est examiné. Le gouvernement propose plus de 4 500 milliards de francs CFA, un budget en nette augmentation de plus de 139 milliards de francs CFA, comme nous le dit Cameroun Tribune de mardi. Le projet de loi y relatif a été déposé le lundi 27 novembre, alors que le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement était présenté par le Premier ministre Philémon Yan mercredi 29 novembre. Ici, priorité sera donnée aux grands projets et aux réformes. Une présentation perturbée cependant par les députés du Social Democratic Front, tel que rapporté par le Messager du lendemain. Un acte qui a suscité une réaction de Grégoire Owona, le représentant du vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées, déclare dans Cameroun Tribune de jeudi, entre autres, que le Parlement a ses règles de fonctionnement, le Premier ministre est une institution et son intervention à l'Assemblée nationale est régie par la Constitution. C'était la presse, revue pour vous sur la scène. Merci Martine Noël Dengue. Henri Severa, c'est maintenant il est clair qu'on va en guerre contre ces criminels et ces terroristes qui ont déjà fait une dizaine de morts, qui ont déjà tué une dizaine de nos forces de défense et de maintien de l'ordre. Est-ce que le rapport de force est à la faveur de l'État du Cameroun? Je ne suis pas véritablement en mesure de répondre à la question, étant entendu que je ne connais pas bien l'état de préparation de nos forces de défense. Mais le Cameroun a le devoir de protéger son territoire. Protéger son territoire, ça veut dire faire régner la paix. Protéger son territoire, ça veut dire garder les 475 000 km² que nous avons hérités du départ des colons.
Maintenant, jusqu'où est-ce que le Cameroun peut aller? Je ne suis pas en mesure de répondre à la question, étant entendu que tout conflit national a des relais internationaux. Et s'il y a des relais internationaux, peut-être c'est la raison pour laquelle nos forces de défense hésitent à tirer. Peut-être c'est la raison pour laquelle les terroristes poussent la provocation le plus loin possible, de telle sorte que ça s'embrase et qu'on ne sache plus exactement qui agit pourquoi, qui a intérêt à ce que ça se passe comme ça se passe, et de telle sorte que l'ensemble de la communauté internationale puisse se mobiliser sur le cas Cameroun. À partir du moment où le chef de l'État fait la déclaration qu'il a faite de retour d'un sommet tel que le sommet Union africaine, Union européenne, on peut imaginer qu'il a également eu un ensemble de garanties qui lui permettent de prendre véritablement position sur la question. Oui, professeur Aboya Manassé, il se murmure que dans les casernes, les éléments des forces de l'ordre commencent à s'impatienter parce qu'ils estiment qu'ils sont lésés, qu'ils auraient à provocation égale, riposte égale, et qu'il était temps, effectivement, que cette liberté qu'on aperçoit leur soit donnée. Mais cela se lit justement dans la déclaration du chef de l'État, qui estime que désormais les choses sont claires. Parce qu'on ne peut pas donner l'ordre aux forces de défense d'attaquer des populations du Cameroun, des populations qui aspirent à vivre en paix. En paix. Donc, maintenant qu'il y a des vidéos qui défilent d'une armée qui brandit ses couleurs, qui brandit leur petit arsenal, mais je crois qu'il s'agit davantage d'un déploiement contre ce groupement identifié qui est localisé à des endroits qu'on connaît de manière claire. Donc je ne pense pas que aujourd'hui il y a des raisons d'hésiter, de donner l'ordre justement d'investir les lieux qui abriteraient ces groupuscules. Donc il s'agit d'une stratégie totale de lutte contre les groupes armés. Oui, honorable Ali Bachi, il nous est revenu que lors de l'attaque qui a fait 4 morts, où on a tué 4 militaires, les assaillants se sont réfugiés dans un pays voisin. Lorsqu'on est dans ce type de situation, de configuration, comment on fait si de temps en temps ces gens-là peuvent mener des opérations chez nous et repartir se réfugier chez le voisin? Non, mais on a connu cela quelque temps avec Boko Haram. Moi, je voudrais dire que c'est une guerre asymétrique. Et vous posez la question sur le rapport de force. Nous savons bien que personne n'a le monopole de la violence. Alors, le rapport de force est vite établi. Ces gens-là viennent souvent avec des armes et de chasse pour prendre au dépourvu les forces de sécurité. Donc moi je voudrais dire que ces gens-là maintenant, ils doivent bien se tenir et que tout simplement la récréation est terminée. C'est des problèmes que nous connaissons tous. C'était d'abord des revendications corporistes. Après, c'est peut-être un problème politique. Ça peut se résoudre d'une façon ou d'une autre. On peut se mettre autour d'une table. On peut se mettre autour d'une table et puis on peut montrer aussi ses biceps lors d'une élection. On peut se préparer, aller vers le peuple avec un projet de société, avec ses convictions. Je pense que le peuple camerounais est mature, il peut bien choisir, mais en venir quand même aux armes de cette façon-là, nous le savons très bien, ce qui s'est déjà passé avec d'autres personnes qui avaient même plus de capacité. Je pense à la guerre du Biafra. Donc on sait le résultat. Généralement c'est le peuple qui en pâtit, c'est la population qui souffre. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a eu ce genre de guerre avec plus de moyens. Je ne pense pas que ceux qui veulent la sécession du Cameroun aujourd'hui ont les moyens que les autres ont eu. Et nous savons très bien le résultat. Donc moi je me dis qu'il faut qu'ils s'en tiennent, ils restent tranquilles et qu'ils reviennent sur la table des négociations. De toutes les façons, maintenant que la récréation est terminée, je pense qu'il n'y a aucune autre solution que de revenir sur la table de négociation et chercher des solutions avec des moyens légaux ou des moyens politiques. Oui, Amadou Issa, on va donc aller en guerre contre ces criminels et ces terroristes, mais il n'en demeure pas moins que dans ces régions du Cameroun, on a des populations camerounaises qui aspirent simplement à vivre en paix. Comment on va faire pour faire le distinguo entre
ces terroristes, ces criminels et cette population qui aspire à vivre en paix. Parce qu'il est revenu également que dans les exactions qui sont commises, il y a quelques complicités des populations locales. Ne faudrait-il pas sensibiliser ces populations-là pour leur faire comprendre que leur intérêt n'est pas ce que ces terroristes prennent des parts du territoire national ou alors qu'ils envahissent les régions et qu'ils se retrouvent permanemment dans l'insécurité? Les Camerounais sont réputés être des mendiants de la paix. Le chef de l'État lui-même l'a rappelé plus d'une fois. Et il faut toujours prendre avec beaucoup de recul les déclarations du chef de l'État et surtout les déclarations des hommes d'État calmes. Parfois leurs déclarations fondées sur des tactiques du front russe, ils peuvent vous amener à l'impasse. Et le plus souvent, c'est pour mieux maîtriser et neutraliser l'ennemi. Peut-être que nous serons dans cette configuration, je ne sais pas, parce que les questions militaires sont assez délicates. Mais je crois que le chef de l'État, en disant également que maintenant tout est clair, ça veut dire qu'il a tous les éléments d'appréciation qui lui permettent de faire le distinguo entre ceux qui veulent vivre en paix, ceux qui sont les mendiants de la paix et les ennemis de la République. Oui, Henri Séverin, lorsque cette crise a commencé, on l'a dit, il y a eu des revendications corporatistes. Ensuite, on a eu des revendications qu'on peut qualifier de politiques, liées même à l'état et la qualité même de la constitution de notre pays. Certains ont parlé de fédéralisme, d'autres ont poussé le vice jusqu'à parler de sécessionnisme. Est-ce que la décentralisation, le processus de décentralisation dans lequel le Cameroun s'est lancé depuis 10 ans ne peut pas être une solution aux problèmes qui ont été posés de manière réelle par les populations, aussi bien des régions du nord-ouest et du sud-ouest et même des autres parties du pays? À partir du moment où nous restons légalistes, c'est-à-dire nous restons dans le cadre de la Constitution, la décentralisation qui est consubstantielle à la vie même de tout individu et de toute communauté s'avère être une possibilité d'oxygénation de la vie. Vous savez qu'avec la montée des libertés, les uns et les autres aspirent à exercer dans les marges de manœuvre qui peuvent leur être concédées. Il s'agit donc pour notre pays de pouvoir augmenter l'amplitude de la décentralisation de telle sorte que ceux qui ont la volonté de s'impliquer dans son développement puissent y trouver les possibilités qui leur permettront d'exercer véritablement leur activité dans leurs aspirations et dans leurs espérances. La sécession aujourd'hui est envisagée comme une hypothèse à proscrire. C'est une hypothèse à proscrire dans une république telle que la nôtre, qui a sa constitution et qui a prévu un ensemble de cadres pour pouvoir conduire les activités de l'État. Pour nous, ce que je pense, c'est qu'il va falloir augmenter l'amplitude de la décentralisation de telle sorte que ceux des Camerounais qui ont la volonté de participer à son émergence puissent y trouver le lieu des marges de manœuvre devant servir à l'exercice de leurs activités. Le député Ali Bachir l'a dit ici aujourd'hui que ceux qui veulent un changement peuvent également porter un projet politique, aller devant le peuple, demander le suffrage du peuple, essayer de convaincre le peuple et de voir si jamais leur programme politique trouve l'adhésion des électeurs. Et cette semaine à Yaoundé, le PNUD avec Elecam ont organisé un atelier sur la participation politique plus accrue des minorités camerounaises en vue donc justement de ces échéances électorales de 2018. Et Daniel Menanga était au fait de cette activité. Elle est allée voir et elle a entendu ce qui s'est dit là-bas et quelles sont les stratégies qui seront mises en œuvre pour qu'il y ait plus de femmes en politique en 2018, plus d'handicapés qui participent à ces élections-là et même les populations autochtones, qu'elles soient de plus en plus représentées dans les sphères de décision de notre pays. Je vous propose le zooming de ce soir. Leur handicap, leur appartenance au genre féminin ou à une minorité ne constitue pas une limite. Mieux, leur voix compte dans la construction de l'avenir du Cameroun. Et cette fois, c'est le système des Nations Unies qui fait le rappel. Lorsque nous sommes invités à participer, à élire, à
être élu dans les prises de décision de notre pays, ça prouve que le monde est inclusif. Le Cameroun est dans la danse et nous souhaitons que des choses puissent aller plus loin encore parce que nous voulons voir des personnes handicapées participer réellement à la prise de décision de l'avenir de notre pays. Tout est parti d'un constat. Les femmes, les personnes handicapées, les pygmées et les bororos ne sont pas assez représentés sur le fichier électoral. Quand on regarde les élections présidentielles de 2011, le double scrutin de 2013 et maintenant après les inscriptions sur les listes électorales, on peut dire que la participation des femmes tourne autour de 40%. Nous avons atteint ces derniers jours environ 47%. Avec la réouverture des inscriptions en janvier, nous comptons améliorer encore ces inscriptions pour avoir un meilleur score en termes de participation des femmes. Au-delà d'une volonté politique, il faut briser les barrières socio-culturelles au Cameroun. Au Cameroun, il y a 30% de femmes au niveau du Parlement, que c'est déjà un très bon résultat. Malheureusement, la participation se réduit au niveau du Sénat et municipal. Donc, il y a eu du progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les jeunes, les populations autochtones, les handicapés. Et ce n'est pas seulement être élu, mais c'est aussi la participation au processus électoral. Donc, on veut vraiment encourager l'envie de participer à la vie politique du pays, autant qu'électeur, autant que candidat. Le système des Nations Unies avec les ministères, les partis politiques et Elections Cameroun se donne 3 jours pour définir et adopter un code de bonne conduite. Y aura-t-il plus de femmes, plus de populations autochtones et plus de handicapés pour voter? Réponse en 2018. Merci Daniel. En attendant 2018, il y a une thématique qui nous préoccupe et qui a même préoccupé les chefs de l'État au sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan cette semaine. C'est la question jeune. Comment faire pour redonner de l'espoir, pour mobiliser la jeunesse africaine et la jeunesse camerounaise? Que leur donner pour qu'ils trouvent effectivement de l'emploi qui puisse construire nos pays, le Cameroun? C'est l'autre thématique qui s'est donc invitée sur le débat et sur la scène publique cette semaine. Et je m'avais tout de suite demandé à Amadou Issa, lui qui est le chef de la cellule de la communication au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, est-ce que les politiques publiques aujourd'hui sont efficaces en matière d'emploi jeune et de mobilisation de la jeunesse camerounaise? Efficace, il faut mener des études pour déboucher sur une telle conclusion. Mais comme je vais revenir sur les réunions de crise, je crois qu'il s'est passé quelque chose à Abidjan, puisque mon chef de département était de la suite officielle du président de la République. Dès son retour, jeudi le lendemain, il a également mobilisé tous les acteurs concernés par la question des jeunes autour d'une réunion de crise qui s'est tenue vendredi dernier, 1er décembre, au Mont Fébé, pour poser sur la table la politique nationale de l'emploi, l'actualiser, la nettoyer de ses aspérités et l'adapter aux besoins actuels pour tenir compte, n'est-ce pas, des préoccupations des jeunes qui partent, puisque vous dites qu'ils partent. Et effectivement, nous avons vu des images qui sont tombées comme une douche froide. Je crois que beaucoup d'efforts sont faits, beaucoup d'initiatives sont prises. Peut-être que nous aurons l'occasion tout à l'heure d'entrer dans les détails. Il y a plusieurs départements ministériels, plusieurs institutionnels, plusieurs acteurs non étatiques qui s'occupent des problèmes, des problématiques d'emploi, des questions d'emploi, du chômage des jeunes. Je crois que avec un peu de patience, avec beaucoup plus de réalisme, nous pouvons dire que le ministère de l'Emploi, qui ne crée pas d'ailleurs les emplois, s'occupe de l'élaboration de la politique et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi,
de formation et d'insertion professionnelle. Oui, nous allons évoquer ces programmes et projets gouvernementaux qui sont mis en place pour adresser cette question spécifiquement concernant les jeunes. Oui, pour ça, Aboya, est-ce à dire que la situation est tellement grave en Afrique, la situation des jeunes est tellement grave qu'il a fallu que tout un sommet, Union africaine, Union européenne, porte pour thématique la thématique de la jeunesse et surtout des questions d'emploi jeune? Oui, le phénomène de la migration clandestine a poussé les politiques des deux continents effectivement à se réunir pour trouver des solutions ou alors pour discuter de cette problématique. Mais c'est une problématique très complexe parce que du côté africain, notamment du côté camerounais, tant qu'on n'a pas déconstruit l'ailleurs qui est... que l'Eldorado c'est ailleurs. Voilà, la meilleure perspective. Quelles que soient les politiques qu'on va mener sur le plan local, il n'y aura aucun effet. Parce que les uns et les autres savent que l'Eldorado, c'est un Occident. Or, les uns et les autres ne savent même pas leur profil. Les études qu'ils ont eu à effectuer ici pour prétendre réussir là-bas. Et pourtant, là-bas, c'est plus exigeant. Donc, il ne faut pas rêver. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'école. Il y a des gens qui ont abandonné l'école parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller réussir là-bas. Là-bas, on réussit forcément. Donc, je crois que c'est un travail de fond qu'il va falloir faire pour déconstruire cet ailleurs qui serait la meilleure perspective. Maintenant, les gens doivent apprendre à vivre selon leurs moyens dans leur propre pays. Ces pays-là ont leurs problèmes. Il faut que les uns et les autres assument leurs conditions, assument leur statut. Ici, les gens veulent à tout prix faire de longues études, alors que les moyens familiaux ne leur permettent pas de faire de longues études et de s'insérer dans la vie active. Donc, il y a un travail d'éducation, il y a un travail de socialisation aux réalités locales qu'il va falloir inculquer aux jeunes. Et ce n'est pas facile. Tant qu'ils auront des frères qui vivent en Occident, qui viennent de temps en temps faire les flambeurs en fin d'année, voilà, faire la fête, le mirage de toujours partir sera permanent dans leur subconscient. Moi, j'ai assisté justement à un atelier sur le programme d'urgence, voilà, du ministère de Plan d'action national pour l'emploi des jeunes, deuxième génération. Et je crois que des perspectives très importantes sont en train d'être dessinées. Mais est-ce que les jeunes sont intéressés par ça? Ça, c'est la bonne question. Une enveloppe de plus de 100 milliards d'ailleurs qui va être mise en... Si Paris devient toujours un rêve pour les jeunes, il sera difficile, n'est-ce pas, de garder... Oui, honorable Ali Bachir, vous qui êtes en contact justement avec... Vous êtes jeune et vous êtes en contact justement avec ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous leur dites pour les mobiliser et leur dire que le Cameroun, c'est notre pays, qu'il faut construire le Cameroun et que l'avenir, leur avenir, c'est au Cameroun? Oui, moi je pense qu'il y a un travail de fond à faire, un travail de communication, un travail de sensibilisation, un travail même de marketing pour se dire que c'est pas tellement meilleur là-bas qu'ici. Vous le savez très bien que ce pays-là injecte beaucoup d'argent pour montrer le meilleur visage de ce qu'ils ont. Il a dit que Paris c'est un rêve, mais il y a des endroits à Paris. Oui, il vaudrait mieux être à Yaoundé. Il vaudrait mieux être à Yaoundé, de la briqueterie. Oui, que d'aller à ces endroits-là. Mais on ne les montre pas. J'ai vu récemment une très belle image de la ville de Yaoundé, où on dirait que Yaoundé est réellement une ville de rêve. Donc ça c'est primordial. Mais à côté de cela, le pouvoir public doit aussi quand même investir pour améliorer les conditions de la vie, parce que généralement il faut voir le profil de ceux qui partent de l'autre côté. Je pense que c'est quand on n'a pas trop à perdre qu'on se lance dans l'aventure, souvent au péril même de sa vie. Et pour revenir à la question que vous avez posée, pour se dire que dans un sommet tel que le sommet Union africaine et Union européenne, qu'on parle que des jeunes, vous le savez très bien, que ceux qui vont là-bas dérangent, au point où c'est pas la première fois. Les Occidentaux injectent de l'argent. Veulent que les jeunes Africains restent chez eux et qu'ils cessent de partir là-bas. Parce qu'ils embarrassent et ils viennent, ils dérangent. Ils ont injecté de l'argent en Turquie, ils ont injecté de l'argent en Libye, et en permanence, ils sont en train de réfléchir pour pouvoir quand même arrêter cet exode-là.
Mais le problème essentiel, parce que c'est tellement dur là-bas, et ceux qui ont le courage de revenir, moi-même, je voudrais vous dire, c'est pas une confidence que j'ai vécu 10 ans en Allemagne. Je suis revenu, je me sens mieux ici. Que quand vous étiez en Allemagne. Voilà donc un exemple. Henri Séverin, les jeunes partent, les jeunes ont besoin de l'espoir. Il y a pas mal de programmes qui sont mis en œuvre en direction de ces jeunes-là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus justement pour qu'ils comprennent que l'avenir se construit au Cameroun et qu'ils sont véritablement le fer de lance de notre pays et qu'on a besoin de cette jeunesse-là pour un Cameroun prospère et émergent en 2035, comme cela a été fixé dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi? Le travail à faire consiste tout simplement à changer de logiciel ou à changer de mode d'emploi. Lorsque les chefs d'État se réunissent et affirment que le taux de chômage en Afrique, j'imagine qu'en Afrique au sud du Sahara, tourne autour de 31%. 31%, ça semble énorme. Ça, c'est le chômage effectif. Lorsque vous ajoutez à cela le chômage déguisé, parce que si vous rentrez dans les administrations, vous allez trouver que pas mal de personnel en service sont valorisés à très faible capacité, c'est-à-dire que bien que salariés, ils sont effectivement au chômage. Quand on parle de chômage, c'est par opposition à l'emploi, qui correspond à une situation économique de production, pas à une situation de salariat, mais à une situation économique de production. Lorsque vous êtes dans ce type de contexte, au regard de tous les programmes qui sont mis en œuvre, lorsque vous regardez au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il y a un ensemble d'instruments qui sont mis en place. Mais ces instruments ne parviennent pas à résorber la question du chômage. Ces instruments, pourtant pertinents, ne résolvent pas le problème pour lequel ils sont mis en place. Ça veut dire également qu'il faut passer à un autre segment d'activité, la vulgarisation et l'appropriation par l'ensemble de la communauté ou les parties prenantes de ces instruments. Lorsque vous allez au ministère des petites et moyennes entreprises, où aussi beaucoup de choses sont faites, on vous dira que 59% de chefs d'entreprise ne sont pas préparés à l'activité de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Ajoutez à cela au niveau de l'enseignement supérieur, on vous dit que ceux qui vont à l'école, dans les universités et les grandes écoles, sont bloqués par la perspective de ne vouloir qu'entrer dans une activité salariée, c'est-à-dire passer un concours à la fonction publique. Alors, il faudrait tout simplement que le Cameroun aille plus loin dans l'appropriation de la dynamique entrepreneuriale. Apprendre aux uns et aux autres, que c'est l'entreprise qui crée la valeur. Ce n'est pas les activités administratives relatives à l'encadrement de cette création de valeur qui crée la valeur. Elle crée certes de la valeur, mais une valeur d'encadrement. La richesse se crée dans l'entreprise. Et il faut apprendre aux Camerounais à rentrer dans l'entreprise dès le bas âge, de telle sorte qu'à maturité, c'est-à-dire 20-25 ans, ils soient en mesure d'opérer le choix de ne pas absolument vouloir entrer dans la fonction publique. C'est le rôle des universités, c'est le rôle de l'enseignement secondaire, c'est le rôle de l'enseignement supérieur, de telle sorte que les autres ministères en charge de l'emploi et du développement de l'entreprise puissent saisir de cette population mieux socialisée et la viabiliser dans les perspectives du Cameroun. Oui, Amadou Issa, vous l'avez dit tantôt, il y a pas mal de projets qui sont logés dans votre département ministériel, mais on redoute quand même le manque de synergie. Il n'y a pas que votre ministère, il y a d'autres ministères qui interviennent dans ces programmes et projets qui concernent l'avenir de la jeunesse. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui qu'on puisse créer une synergie autour de toutes ces actions-là et qu'on sache exactement qui fait quoi, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on peut obtenir à la fin? Justement, il a bien fait d'évoquer les instruments qui existent. Ce n'est pas leur opérationnalité peut-être qui fait problème. Vous avez évoqué la synergie qu'il faut développer, mais davantage la coordination de toutes ces initiatives et tous ces... c'est le rôle du ministère de l'Emploi et c'est encore le rôle du ministère de l'Emploi. Donc le plaidoyer que le ministre mène chaque fois, c'est que tous les acteurs concernés par cette question, si on veut véritablement booster le taux d'emploi de la population active de notre pays et empêcher que les gars partent, il faudrait que tous les acteurs acceptent de s'asseoir
Autour d'une table. Autour d'une table. Et de on avait évoqué la question du guichet unique de tous ces projets et programmes. Il faut les réactiver. Véritablement, le ministère de l'Enseignement supérieur est là. Je crois que du point de vue du ministère de l'Emploi, il ne se pose pas de questions. D'ailleurs, nous sommes tous du secteur éducatif. Et on a parlé à chaque fois des questions d'éducation. Vous avez dit, s'il faut jouer sur le moral, le mental, culturellement des enfants, il faut les former. Tout à fait, il faut les former et les éduquer, comme vous le dites. Donc, il faut qu'on accepte que ces initiatives-là soient coordonnées. Les initiatives doivent être coordonnées, effectivement, pour produire cet impact-là. Professeur Abouya, vous allez avoir le mot de la fin sur ce plateau. Lorsqu'on parle quand même de 31% de taux de chômage, le chiffre n'est pas exact au Cameroun, ça c'est sûr, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a tellement de sous-emploi des jeunes, le sous-emploi des jeunes, et qu'il faille aujourd'hui, et qu'il faille 14%, et qu'il faille aujourd'hui créer une synergie d'action avec un guichet unique. Amadou l'a dit, c'est parce que cet éparpillement justement des projets dans des différents départements ministériels nuit quand même à l'action qui voudrait être menée. Oui, mais au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, je crois que c'est un problème pris à bras le corps. Et hier, quand le ministre de l'Enseignement supérieur que nous accompagnons à l'hémicycle, quand il a présenté le budget aux députés, en insistant sur le programme 242, modernisation et professionnalisation des établissements facultaires classiques, je crois qu'il a focalisé l'attention de tous les députés qui ont posé pas moins de 7 questions sur cette problématique, et ils ont été satisfaits des mesures qui sont articulées effectivement pour décompresser la masse d'étudiants qui sont bloqués au niveau des filières classiques, dans une perspective justement d'en sortir avec au bout une formation professionnalisante qui peut leur permettre de s'auto-employer ou de mener des perspectives entrepreneuriales. Je crois que cette synergie est couronnée en haut par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est quand même la transition entre les études et puis le monde professionnel. Pour certains de ces jeunes qui sont effectivement à la recherche et à la quête d'un emploi, et même parfois qui veulent s'auto-employer. C'est donc avec cette question sur la nécessité même d'outiller nos jeunes à prendre leur autonomie, à trouver du travail et surtout à mettre en œuvre une synergie d'action qui leur permet de se sentir mieux dans leur pays que nous allons mettre un terme à cette édition de Scène de Presse. La presse quitte la scène et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition de Scène de Presse. Absolument une réaction sans état d'âme contre les ennemis du Cameroun. Oui. Honorable Ali Bachir, vous êtes bien à votre 3e mandat à l'Assemblée nationale, à votre 3e mandat des députés. C'est la même lecture que vous faites de cette déclaration du président Paul Biya jeudi dernier. Oui, absolument. Nous savons tous que le président Paul Biya ne parle pas beaucoup. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a un très bon tempérament. Mais quand revenu de ce sommet, il se permet de dire ce qu'il a bien pu dire. Ça nous rappelle la déclaration de guerre contre Boko Haram. Qu'il avait fait à Paris. Qu'il avait fait à Paris. Et aussitôt les choses ont changé. Et je vous rappelle que là, il s'agit de mort d'homme. Et nous savons bien les États qui sont jaloux de ses fils. Généralement, dans d'autres pays aussi, nous voyons. Quand bien même un seul soldat, on attend à la vie d'un seul soldat est tué, nous voyons ce qui se passe. Et là, quand même, il y a un peu moins d'une dizaine. Et le président est en train de prendre ses responsabilités. Et le président ne parle pas souvent pour rien. Il ne parle jamais pour rien, tout le monde le sait. Mais là, nous savons que nous avons affaire à des terroristes qui doivent dorénavant savoir que le Cameroun est debout comme un seul homme contre eux. Et je pense que les choses vont changer. Et déjà, depuis cette déclaration-là,
Je pense qu'ils ont pris la mesure de ce qui les attend parce qu'il y a une relative accalmie qui se profile et c'est une mise en garde. Je crois que les choses ne seront plus faciles. Il n'a pas longtemps attendu. Les choses sont allées crescendo. Ils ont demandé beaucoup de choses qu'on a pu donner certaines personnes. Et là, quand on en arrive à ce qu'on est arrivé là, avec des morts d'hommes, je pense que c'est déjà une situation très délicate, c'est une situation très grave. Et le président est en train de prendre là toutes ses responsabilités. Et rien que ses responsabilités pour la sécurité des hommes et des biens du sud-ouest. Et du nord-ouest. Et du nord-ouest. Oui, Henri Séverin Sembe, le président de la République Paul Biya, prend donc toutes ses responsabilités, mais il n'en demeure pas moins qu'une partie de l'opinion publique pense qu'il a suffisamment attendu ou alors il a longtemps attendu avant de se prononcer clairement sur cette crise qui sévit dans cette partie du Cameroun. Le président de la République du Cameroun est dans la stratégie qu'on lui connaît, à savoir prendre du temps, prendre peut-être un peu plus de temps que le commun des mortels ne peut en prendre, mais c'est une stratégie qui a l'habitude de lui réussir. À partir du moment où il a un rapport face à l'histoire, vous savez que le pays lui a été remis entier. Tout à fait. Il a prêté serment. C'est des éléments suffisamment forts pour l'amener à ne pas céder face à toute tentative de déstabilisation ou face à toute tentative visant à embarrasser l'intégrité du Cameroun. Donc cette déclaration était déjà très attendue. C'est bien qu'elle soit arrivée à son retour du sommet d'Abidjan et il faut désormais que le Cameroun tout entier puisse massifier sa prise en charge de cette question qui consiste à préserver l'intégrité du territoire, à rester un Cameroun et puis à poursuivre la trajectoire véritable qui est sa trajectoire de développement. On a envie de dire, Amadou Issa, qu'il a fallu qu'on tue, ou alors il a fallu qu'on tue des militaires, des gendarmes et des policiers pour que le chef de l'État se décide à prendre la parole sur ce dossier. Non, je ne pense pas qu'il faut voir la chose de cette façon. Je pense que nous sommes en crise. Et en période de crise, le chef de l'État, qui est la voix la plus autorisée, doit communiquer. Et sa communication doit bâtir l'audace et tuer le doute. Il doit dessiner une aube ensoleillée et des avenirs en rose. Parce que les Camerounais trépignaient d'impatience. Et il leur tardait de l'écouter. Ils ont été servis au cours de ce voyage retour. Et je pense que le chef de l'État a usé ce qu'on appelle l'effet de paquebot puissant, si je peux me permettre l'utilisation de cette métaphore de la marine, de la navigation maritime. Mais je crois, comme vous avez dit, le président c'est un sage. Et les sages ne se pressent pas. Ils prennent tout leur temps. Et d'ailleurs, une sagesse africaine dit que lorsque vous draguez une femme, ne vous précipitez pas à vous déshabiller, parce qu'en cas de refus, vous rhabiller vous sera difficile. Le président a pris son temps, il a écouté, il a observé, il a jugé. Il a jugé au cours de ce voyage retour. Et je crois que le temps d'agir n'est plus très loin. Écoutons donc le président Paul Biya à sa descente d'avion jeudi dernier, de retour donc du sommet Afrique-Union européenne. Le président Paul Biya a donc décidé de donner le ton sur cette crise anglophone et surtout de siffler la fin de la récréation sur ces terroristes, a-t-il dit, qui prennent ou qui embrigadent une partie du territoire national. Je vous propose d'écouter le président Paul Biya. J'ai appris avec émotion l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement
clair pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Une déclaration forte, on vous l'a dit, et une déclaration solennelle, ce qui n'arrive pas très souvent au chef de l'État. Il a pratiquement lu cette déclaration. Pour ça, Boya Manassé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette... Internationaux. Et s'il y a des relais internationaux, peut-être c'est la raison pour laquelle nos forces de défense hésitent à tirer. Peut-être c'est la raison pour laquelle les terroristes poussent la provocation le plus loin possible, de telle sorte que ça s'embrase et qu'on ne sache plus exactement qui agit pourquoi, qui a intérêt à ce que ça se passe comme ça se passe, et de telle sorte que l'ensemble de la communauté internationale puisse se mobiliser sur le cas Cameroun. À partir du moment où le chef de l'État fait la déclaration qu'il a faite de retour d'un sommet tel que le sommet Union africaine, Union européenne, on peut imaginer qu'il a également eu un ensemble de garanties qui lui permettent de prendre véritablement position sur la question. Oui, professeur Aboya Manassé, il se murmure que dans les casernes, les éléments des forces de l'ordre commencent à s'impatienter parce qu'ils estiment qu'ils sont lésés, qu'ils auraient à provocation égale, riposte égale, et qu'il était temps, effectivement, que cette liberté qu'on aperçoit leur soit donnée. Mais cela se lit justement dans la déclaration du chef de l'État, qui estime que désormais les choses sont claires. Parce qu'on ne peut pas donner l'ordre aux forces de défense d'attaquer des populations du Cameroun, des populations qui aspirent à vivre en paix. En paix. Donc, maintenant qu'il y a des vidéos qui défilent d'une armée qui brandit ses couleurs, qui brandit leur petit arsenal, mais je crois qu'il s'agit davantage d'un déploiement contre ce groupement identifié qui est localisé à des endroits qu'on connaît de manière claire. Donc je ne pense pas que aujourd'hui il y a des raisons d'hésiter, de donner l'ordre justement d'investir les lieux qui abriteraient ces groupuscules. Donc il s'agit d'une stratégie totale de lutte contre les groupes armés. Oui, honorable Ali Bachi, il nous est revenu que lors de l'attaque qui a fait 4 morts, où on a tué 4 militaires, les assaillants se sont réfugiés dans un pays voisin. Lorsqu'on est dans ce type de situation, de configuration, comment on fait si de temps en temps ces gens-là peuvent mener des opérations chez nous et repartir se réfugier chez le voisin? Non, mais on a connu cela quelque temps avec Boko Haram. Moi, je voudrais dire que c'est une guerre asymétrique. Et vous posez la question sur le rapport de force. Nous savons bien que personne n'a le monopole de la violence. Alors, le rapport de force est vite établi. Ces gens-là viennent souvent avec des armes et de chasse pour prendre au dépourvu les forces de sécurité. Donc moi, je voudrais dire que ces gens-là, maintenant, ils doivent bien se tenir et que tout simplement la récréation est terminée. C'est des problèmes que nous connaissons tous. C'était d'abord des revendications corporistes. Après, c'est peut-être un problème politique. Ça peut se résoudre d'une façon ou d'une autre. On peut se mettre autour d'une table. On peut se mettre autour d'une table et puis on peut montrer aussi ses biceps lors d'une élection. On peut se préparer, aller vers le peuple avec un projet de société, avec ses convictions. Je pense que le peuple camerounais est mature, il peut bien choisir. Mais en venir quand même aux armes de cette façon-là, nous le savons très bien, ce qui s'est déjà passé avec d'autres personnes qui avaient même plus de capacité. Je pense à la guerre du Biafra. Donc on sait le résultat.
généralement c'est le peuple qui en pâtit, c'est la population qui souffre. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a eu ce genre de guerre avec plus de moyens. Je ne pense pas que ceux qui veulent la sécession du Cameroun aujourd'hui ont les moyens que les autres ont eus. Et nous savons très bien le résultat. Donc, moi je me dis qu'il faut qu'ils s'en tiennent, ils restent tranquilles et qu'ils reviennent sur la table des négociations. De toutes les façons, maintenant que la récréation est terminée, je pense qu'il n'y a aucune autre solution que de revenir sur la table de négociation et chercher des solutions avec des moyens légaux ou des moyens politiques. Oui, Amadou Issa, on va donc aller en guerre contre ces criminels et ces terroristes, mais il n'en demeure pas moins que dans ces régions du Cameroun, on a des populations camerounaises qui aspirent simplement à vivre en paix. Comment on va faire pour faire le distinguo entre ces terroristes, ces criminels et cette population qui aspire à vivre en paix? Parce qu'il est revenu également que dans les exactions qui sont commises, il y a quelques complicités des populations locales. Ne faudrait-il pas sensibiliser ces populations-là pour leur faire comprendre que leur intérêt n'est pas ce que ces terroristes prennent des parts du territoire national ou alors qu'ils envahissent les régions et qu'ils se retrouvent permanemment dans l'insécurité? Les Camerounais sont réputés être des mendiants de la paix. Le chef de l'État lui-même l'a rappelé plus d'une fois. Et il faut toujours prendre avec beaucoup de recul les déclarations du chef de l'État et surtout les déclarations des hommes d'État calmes. Parfois leurs déclarations fondées sur des tactiques du front russe, ils peuvent vous amener à l'impasse. Et le plus souvent c'est pour mieux maîtriser et neutraliser l'ennemi. Peut-être que nous serons dans cette configuration, je ne sais pas, parce que les questions militaires sont assez délicates. Mais je crois que le chef de l'État, en disant également que maintenant tout est clair, ça veut dire qu'il a tous les éléments d'appréciation qui lui permettent de faire le distinguo entre ceux qui veulent vivre en paix, ceux qui sont les mendiants de la paix et les ennemis de la République. Oui, Henri Séverin, lorsque cette crise a commencé, on l'a dit, il y a eu des revendications corporatistes. Ensuite, on a eu des revendications qu'on peut qualifier de politiques, liées même à l'état et la qualité même de la constitution de notre pays. Certains ont parlé de fédéralisme, d'autres ont poussé le vice jusqu'à parler de sécessionnisme. Est-ce que la décentralisation, le processus de décentralisation dans lequel le Cameroun s'est lancé depuis 10 ans ne peut pas être une solution aux problèmes qui ont été posés de manière réelle par les populations aussi bien des régions du nord-ouest et du sud-ouest et même des autres parties du pays? À partir du moment où nous restons légalistes, c'est-à-dire nous restons dans le cadre de la Constitution, la décentralisation qui est consubstantielle à la vie même de tout individu et de toute communauté s'avère être une possibilité d'oxygénation de la vie. Vous savez qu'avec la montée des libertés, les uns et les autres aspirent à exercer dans les marges de manœuvre qui peuvent leur être concédées. Il s'agit donc pour notre pays de pouvoir augmenter l'amplitude de la décentralisation de telle sorte se tenir. C'est déjà une histoire très grave. Il y a des pertes de vies humaines. Le président a pris ses responsabilités. Il est temps pour tout Camerounais de prendre aussi ses responsabilités. Et je pense que depuis là, les travaux ont repris. Les travaux se passent sereinement. Oui, parce que le président de la République est très informé. Certainement que les uns et les autres aussi n'avaient pas les mêmes informations qu'il avait. Et là, c'est avec beaucoup de gravité. Vous avez noté que c'est nuitamment qu'il a fait cette déclaration. Je pense qu'il y a des choses très graves qui sont en train de se préparer et qu'il faille que chacun s'en tienne vraiment à être un bon républicain, un bon patriote et que dorénavant qu'on n'ait plus de brebis galeuses. La sécurité et la paix du Cameroun sont menacées. Il faudrait que chacun puisse savoir que ce n'est plus un jeu d'enfant où il faudrait prendre quelques brindilles et se dire que c'est comme un petit jeu. Il n'en est plus question. L'heure est un peu plus grave que ça aujourd'hui. Il n'en est plus question, comme vous le dites, Amadou Issa. Avant d'en arriver à cette situation, surtout à ces tueries, ces assassinats des éléments des forces de l'ordre dans la région
du Sud-Ouest, on a vu des rapports publiés par les organisations internationales, disait-on, de défense des droits de l'homme, qui accusaient nos forces de défense de commettre des exactions. Mais maintenant qu'on tue les éléments de nos forces de défense, pourquoi cette communauté internationale ne se mobilise pas de la même façon? Est-ce qu'il n'y aurait pas comme ça un complot contre le Cameroun? On peut légitimement se poser cette question, et nous sommes curieux d'ailleurs d'attendre les voix de ces organisations non étatiques, pondre encore des rapports pour accuser aussi, n'est-ce pas, ces terroristes. Commencer par dénoncer ces actes de terrorisme, oui, parce que assassiner des éléments des forces de l'ordre. Peut-être qu'ils sont en train de citer à télé, mais l'urgence commandait qu'immédiatement après ces tueries-là, qu'ils prennent la parole pour dénoncer et appeler, n'est-ce pas, ces terroristes à la raison. Oui, on vous l'a dit, aujourd'hui nous on aura également notre revue de presse habituelle, le meilleur de l'info dans le meilleur des tabloïds de la place. C'est une signature de Martine Noël Dengue et comme vous le savez bien sûr, la déclaration du chef de l'État Paul Biya a cristallisé l'attention des journalistes et de quasiment tout le landerneau médiatique national et même international. Martine Noël Dengue. Le chef de l'État était attendu, il s'est exprimé. Paul Biya a annoncé à son retour d'Abidjan jeudi une riposte vigoureuse suite à l'assassinat récent de militaires et de policiers dans le sud-ouest et le nord-ouest Cameroun. L'information barre la une de Cameroun Tribune édition de vendredi. Le président de la République rassure, toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels. Le Cameroun est victime d'une bande de terroristes, c'est la phrase choc du chef des armées que le jour de vendredi met à sa une. La nouvelle expression du même jour, elle, lit en cette déclaration la colère de Paul Biya et publie en intégralité ses propos avec en bonne place les condoléances du chef de l'État aux familles endeuillées. Des propos suivis par des instructions pour la tenue d'une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national, travaux qui se sont déroulés dans un strict décembre sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo, comme annoncé dans le même journal. Mutation de jeudi nous rafraîchit la mémoire sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit du mardi 28 novembre près de Manfé, alors que le président de la République prenait part au 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État était accompagné pour l'occasion par la première dame Chantal Biya. Cameroun Tribune du mercredi nous propose le film de l'arrivée à Abidjan du couple présidentiel camerounais accueilli à sa descente d'avion par Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État ivoirien et son épouse Dominique Ouattara. Flashback également sur un départ au rythme des tam-tams à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ce sommet Union africaine-Union européenne est celle d'une nouvelle alliance entre les deux instances selon Cameroun Tribune du jeudi. Cameroun Tribune a suivi les pas du président Paul Biya aux côtés de ses pairs dans cette rencontre de 2 jours où le problème de la jeunesse est au centre des préoccupations, la question des migrations notamment. Préoccupation des jeunes chez les présidents, la place de la femme et son intérêt dans ce nouvel ordre chez les First Lady. 8 épouses de chefs d'État présentes à Abidjan, parmi lesquelles Mme Chantal Biya, ont pris part à ces travaux coordonnés par Dominique Ouattara. Les travaux d'Abidjan se sont achevés jeudi alors que la session du mois de novembre se poursuit au Parlement camerounais. Le budget 2018 y est examiné. Le gouvernement propose plus de 4 500 milliards de francs CFA, un budget en nette augmentation de plus de 139 milliards de francs CFA, comme nous le dit Cameroun Tribune de mardi. Le projet de loi y relatif a été déposé le lundi 27 novembre, alors que le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement était présenté par le Premier ministre Philémon Yan mercredi 29 novembre. Ici, priorité sera donnée aux grands projets et aux réformes. Une présentation perturbée cependant par les députés du Social Democratic Front, tel que rapporté par le Messager du lendemain. Un acte qui a suscité une réaction de Grégoire Owona,
Le représentant du vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées, déclare dans Cameroun Tribune de jeudi, entre autres, que le Parlement a ses règles de fonctionnement, le Premier ministre est une institution et son intervention à l'Assemblée nationale est régie par la Constitution. C'était la presse, revue pour vous sur la scène. Merci Martine Noël Dengue. Henri Severa, c'est maintenant qu'il est clair qu'on va en guerre contre ces criminels et ces terroristes qui ont déjà fait une dizaine de morts, qui ont déjà tué une dizaine de nos forces de défense et de maintien de l'ordre. Est-ce que le rapport de force est à la faveur de l'État du Cameroun? Je ne suis pas véritablement en mesure de répondre à la question, étant entendu que je ne connais pas bien l'état de préparation de nos forces de défense. Mais le Cameroun a le devoir de protéger son territoire. Protéger son territoire, ça veut dire faire régner la paix. Protéger son territoire, ça veut dire garder les 475 000 km² que nous avons hérités du départ des colons. Maintenant, jusqu'où est-ce que le Cameroun peut aller? Je ne suis pas en mesure de répondre à la question, étant entendu que tout conflit national a des relais internationaux. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, la place de forme d'échange entre les journalistes et les invités triés sur le volet. À Scène de Presse, nous refaisons l'actualité de la semaine. Et cette semaine, c'est la déclaration solennelle du chef de l'État, Paul Biya, d'aller en guerre contre les terroristes qui sèment la mort dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui a cristallisé l'attention et qui a cristallisé le landerneau médiatique national. Paul Biya s'est voulu très ferme. L'ordre et la sérénité doivent de nouveau régner dans cette partie du Cameroun. Dans la foulée, un conseil de défense et de sécurité s'est tenu sous la houlette du ministre de la Défense. Comment comprendre la fermeté du chef de l'État en ce moment dans cet épineux dossier de la crise anglophone? C'est la trame de notre débat de ce soir. En débat également ce soir, l'avenir des jeunes du continent en général et du Cameroun en particulier qui s'est invité sur la table du 5e sommet Afrique-Europe à Abidjan. Le diagnostic a été fait, nos jeunes ont le blues et il faut trouver le moyen de leur redonner le sourire. Quelle politique publique pour la jeunesse et pour quels résultats? La question est posée, à charge à nos invités de nous donner les pistes de solutions. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir ceux qui vont croiser le verbe sur le plateau de Scène de Presse ce soir. C'est un portrait signé de Luchel Fekeng avec les images de Jean-Jacques Moma. Professeur Aboya Manassé est le chef de la division de la promotion du dialogue et de la solidarité universitaire au ministère de l'Enseignement supérieur. Avant de rejoindre Yaoundé, le professeur Aboya Manassé avait été vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à l'université de Chang. Sa thèse de doctorat, il a soutenu en 1996 à l'université François Rabelais de Tours en France, avec mention très honorable avec les félicitations du jury. À son tour, il a déjà encadré cette thèse de doctorat. Professeur Aboya est, malgré ses multiples occupations, ancien à l'église presbytérienne du Cameroun. Henri Séverin Assembe est un expert projet. Il suit actuellement une formation en vue de l'obtention d'un doctorat professionnel en sciences politiques, options, gouvernance et évaluation des politiques publiques. Henri Séverin Assembe est un produit de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il y a obtenu en 2005 une licence professionnelle et en 2007 un master qui lui a permis de se spécialiser en économie de l'information. Depuis septembre 2007, il préside l'agence de développement, collectivité et territoire. Un peu rare, mais à la même date, il a suspendu sa carrière professionnelle à l'université de Yaoundé 2. Henri Séverin Assembe a le profil qu'il faut pour analyser les politiques publiques du Cameroun en ce qui concerne la crise anglophone et l'emploi des jeunes.
Voici à présent un opérateur économique bien connu sur la scène nationale. Honorable Ali Bachir est député RDPC à l'Assemblée nationale et est à son second mandat. Il fait la fierté du département de la Vina Sud dont il est ressortissant dans la région de l'Adamawa. Honorable Ali Bachir est le promoteur du Festi Aoussa, une initiative qui lui permet de se positionner comme un acteur du vivre ensemble et du multiculturalisme au Cameroun. Des idées utiles à la reconstruction de notre nation, il en donnera sûrement ce soir. Allons de l'Adamawa au nord pour découvrir Amadou Issa, chef de la cellule de communication au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Amadou Issa est issu de la 25e promotion de journalisme à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. En 2012, il obtient un master en journalisme de paix et transformation des conflits à l'Université protestante d'Afrique centrale. Ces qualifications, associées à la vingtaine d'années passées à la fonction publique au Cameroun, font de lui la personne adéquate pour éclairer la lanterne des téléspectateurs ce soir. Merci Michel, merci pour ce portrait dressé de nos invités. Malgré quelques coquilles que nous allons prendre soin de corriger ici sur le plateau, vous allez découvrir que nous avons bien M. Amadou Issa et que M. Amadou Issa, c'est bien M. Amadou Issa. Quand Henri Séverin Assemblée, c'est bien Henri Séverin Assemblée. Mais en attendant, je vous signale, chers téléspectateurs, que sur ce soir, nous aurons nos rubriques habituelles, à savoir la revue de presse que va signer Martin Noël Dengue. Le focus, ce sera le président Paul Biya en l'intégralité de sa déclaration à la descente d'avion jeudi dernier. La déclaration qui portait notamment sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. La revue de presse, on vous l'a dit, elle sera signée de Martin Noël Dengue. On aura le sommet de la semaine avec Daniel Menanga. Et bien sûr, si possible, les unes du lundi. Sans plus attendre, nous ouvrons le débat sur ce plateau avec le conseiller technique numéro 1 auprès du ministre de l'enseignement supérieur, à savoir le professeur Manassé. Bonsoir professeur. Bonsoir Mélanie. La première question, je vous la pose. Vous l'avez suivi comme pas mal de nos téléspectateurs jeudi dernier, le président Paul Biya, d'un ton très grave et même solennel, a décidé de s'approprier cette question véritable de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette déclaration arrive un peu tard? Pas du tout. Cette déclaration intervient au lendemain des meurtres des militaires et puis des forces du maintien de l'ordre dans la partie sud-ouest du Cameroun, dont le président qui revenait d'un voyage parce qu'ayant participé au sommet Union africaine, Union européenne, je crois qu'il a tenu absolument à battre le fer pendant qu'il était chaud en tant qu'homme d'État, de faire une déclaration forte en guise de soutien notamment aux forces de l'ordre, mais également en termes de clarification des rôles. Puisqu'il a utilisé le mot clarté, désormais les choses sont claires. Ça veut dire qu'il avait besoin d'un certain nombre d'informations, établissement clairement que ceux qui réclament le dialogue ne sont pas forcément ceux qui sont au front des agressions contre l'armée camerounaise. Et donc, clarification faite, il prend acte de ce que le Cameroun est en guerre et qu'il faudra... Manière de faire qu'a décidé de cette approche présidentielle sur ce dossier rentré d'Abidjan, on va dire nuitamment, d'aller vers la presse comme ça, nous a-t-on dit, et de décider de faire cette déclaration, malgré la fatigue. Vous savez, c'est ça la réaction d'un homme d'État quand son pays est fortement perturbé. Vous vous souvenez des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Je crois que George Bush a quasiment pris les devants pour indiquer que l'Amérique était en guerre. C'est exactement la même chose quand les forces du maintien de l'ordre, quand les forces armées sont attaquées par un groupuscule armé. Et je crois qu'il ne faut pas tergiverser pour se projeter de manière forte auprès de ses concitoyens, pour les rassurer de ce que désormais le Cameroun prend acte de ce que nous allons faire la guerre contre l'ennemi du Cameroun. Il est là dans son rôle de chef suprême des forces armées.
et garant de l'intégrité territoriale du Cameroun. Donc, je pense qu'il n'y avait pas à tergiverser, il fallait assumer la vie qui va désormais être celle de la guerre contre un ennemi identifié. Et je crois que c'est des moments solennels qui rentrent dans l'histoire d'un peuple, la mobilisation contre un ennemi. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'embrouiller les gens avec le terme il faut dialoguer, parce qu'on ne dialogue pas avec un groupe terroriste. Parce que justement, je voulais vous poser la question, maintenant qu'on a dit ce sont les terroristes, que le président de la République a ajouté ce sont des criminels, comment va se passer la suite? Est-ce qu'on va pouvoir dialoguer de nouveau avec... mais justement, vous savez qu'il y a 3 grandes théories du traitement des terroristes. Ariel Sharon, œil pour œil, dent pour dent. Les Israéliens, c'est comme ça. Poutine a dit qu'il ne négocie pas avec les terroristes sont faits pour être tués. Même chose pour Bush. Bush qui estimait, parce que la tendance a changé, Bush qui estimait que face aux ennemis de l'Amérique, tous les alliés, ceux qui ne sont pas avec l'Amérique, sont contre l'Amérique. Mais c'est justement surprenant qu'au Cameroun, il y a des gens qui parviennent même à justifier le comportement des assaillants du Cameroun. Donc je crois que c'est extrêmement dangereux de penser que le Cameroun peut aller en guerre en abritant des gens qui ne sont pas pour la guerre. C'est vraiment impensable. Donc ceux qui ne sont pas avec le Cameroun dans cette guerre sont les ennemis du Cameroun. Naturellement, je ne parle pas au nom du chef de l'État, mais je pense que quand on est attaché à l'intégrité de son territoire, on doit éviter de faire semblant. Il s'agit d'un engagement patriotique de tous les Camerounais derrière le chef suprême des forces armées, parce que le Cameroun est en danger. Oui, Henri Séverin, il y a donc eu cette déclaration et il y a eu également la convocation de ce Conseil de défense et de sécurité qui a été présidé par le ministre de la Défense sur instruction du chef de l'État. Est-ce à dire qu'on pourrait voir un déploiement bien spécial des forces de l'ordre dans ces parties du pays qu'est le sud-ouest et le nord-ouest? Naturellement, à partir du moment où le président de la République fait sa déclaration, inéluctablement, il faudrait que les forces de défense puissent se déployer de ce côté. Les questions qu'on pourrait se poser à partir du moment où désormais les situations d'embarras ne sont plus privées. Vous savez, quand il y a embarras au Cameroun, quand il y a embarras dans votre maison, c'est tout le monde qui regarde. Et vous savez tous les intérêts qu'il y a autour de ces questions qui embarrassent le Cameroun. On a également le sentiment que si le chef de l'État a beaucoup attendu, c'est parce que cette question ne concerne pas que le Cameroun. Le Cameroun est un pays qui vit dans un espace international. Le Cameroun est un pays qui suscite un ensemble de convoitises. Vous savez que le Cameroun a beaucoup de choses. Le Cameroun a beaucoup de choses qui sont convoitées par les puissances étrangères. Le Cameroun est un enjeu qui mobilise forcément l'attention des puissances étrangères. Alors, jusqu'où est-ce que le Cameroun, en tant que Cameroun, est disposé à aller? Jusqu'où est-ce qu'il est disposé à négocier? Et quelles dispositions il est en mesure de prendre pour pouvoir faire efficacement, face efficacement à cette activité qui s'avère véritablement dangereuse depuis qu'elle a été déclenchée? Vous pouvez bien le constater. L'ensemble du pays est en difficulté, l'ensemble du pays l'ensemble du pays est en difficulté économique, l'ensemble du pays n'arrive pas à véritablement se relancer dans la dynamique qui avait été impulsée il y a quelque temps. Alors, déploiement spécial, mesures spéciales, oui. Jusqu'où, avec qui est-ce qu'on négocie? Quels sont ceux qui soutiennent véritablement cette activité? C'est avec eux qu'il va falloir discuter de cette affaire. Lorsque vous voyez des députés se déployer à l'Assemblée nationale, vous voyez les avocats se mobiliser, vous voyez des terroristes attaquer. Mais attention, Madame Betebe, ça veut dire que tout ce monde va vers la provocation de telle sorte que aussitôt que l'État mobilise ses forces de défense, il n'est pas exclu que la situation puisse aller plus embarrassante encore. Vous faites bien de signaler donc cette mobilisation qu'on a eue également cette semaine à l'Assemblée nationale avec les députés du principal parti de l'opposition qui ont embarrassé comme ça le Premier ministre, chef du gouvernement. Honorable Ali Bachir, lorsqu'une telle situation se
déroule à l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que ces gens avaient-ils le droit de se comporter de la sorte dans cet hémicycle? Mais là, c'est vrai. Il y a un règlement à l'Assemblée nationale. Apparemment, ils veulent mettre le thème du sud-ouest et du nord-ouest sur la table. Mais ça ne peut pas se faire d'une façon anarchique. Nous avons un règlement et nous ne pouvons suivre que cela. Mais je crois que cette fois-ci, ils vont bien se tenir parce que la goutte d'eau a débordé le vase. Et aujourd'hui, le président l'a si bien dit et de façon très claire que nous avons face à nous des terroristes qui sont en train de soutenir cette action de sécession. Donc l'heure n'est plus à des petits jeux politiciens et à des récupérations politiciennes. Et chacun doit pouvoir aujourd'hui prendre ses responsabilités. Et je crois que le président lui-même, en ce qui le concerne, prend l'opinion nationale et même l'opinion internationale à témoin pour dire voilà ce que ceux-ci sont en train de faire. Et à l'heure qu'il est, ceux qui sont patriotes et de vrais Camerounais, personne ne peut se mettre de l'autre côté. Je crois que la récréation est réellement terminée et chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités et savoir de quel côté donc se retrouver. Et j'ai l'impression que mes collègues, qui sont quand même des responsables, des élus du peuple, depuis que le président a parlé, eux aussi savent dorénavant de quel